Bonjour, le webinaire que vous allez visionner a pour objectif aujourd'hui de présenter une stratégie sur le marché des changes qui consiste à analyser l'ensemble des paramètres pour se positionner efficacement et optimiser sa probabilité de succès. Le webinaire que nous allons présenter est réalisé par Trader Forex et sponsorisé par le courtier AvaFX. Avant de débuter ce webinaire, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle David Furcage, je suis analyste technique professionnel diplômé et vice-président de l'Association française des analystes techniques. Avant de débuter cette session, je vais commencer par présenter le plan. Dans un premier temps, nous verrons comment calculer la volatilité et quelle est son importance. Dans un second temps, nous rappellerons qu'il faut absolument intégrer les statistiques économiques dans son analyse. Dans un troisième temps, nous verrons comment tenir compte de l'environnement global macro. Et nous verrons justement, à l'aide de la compréhension de cet environnement global macro, comment maximiser ses chances de succès sur le FX. Et enfin, nous conclurons sur ce qu'il fallait retenir de ce webinaire. Voyons à présent comment calculer la volatilité. Tout d'abord, réfléchissons sur l'intérêt justement de calculer cette volatilité. Eh bien, une paire de devises dont la volatilité est forte permet d'obtenir une espérance de rendement éloignée. Le problème d'une volatilité forte, c'est que, par ailleurs, la volatilité est une mesure du risque. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir maîtriser. Voyons à présent comment se calcule cette volatilité. Il s'agit simplement d'une moyenne où l'on somme les ranges journaliers, donc le plus haut d'une journée moins le plus bas de la journée, divisé par n, le nombre de jours sur la période. L'intérêt donc de cette formule consiste donc d'une part à déterminer la paire de devises qui est la plus volatile et d'autre part de déterminer le moment au cours de la journée où l'on observe un pic de volatilité. Alors illustrons ce que vient d'être dit par un exemple. Sur le tableau que vous pouvez observer, nous avons calculé la volatilité historique moyenne sur un certain nombre de jours. Sur la partie sur les lignes, vous pouvez observer différentes paires de devises. Sur les colonnes, eh bien, il y a la session asiatique de 0h à 8h GMT, la session européenne de 8h à 16h GMT et la session américaine de 16h à minuit. Chacune de ces colonnes est divisée en à nouveau 3 colonnes qui permettent de calculer donc, pour chacune de ces sessions et chacun de ces horaires la volatilité sur 5 jours, sur 10 jours et sur 20 jours. Alors que pouvons-nous observer sur ce tableau? Eh bien que la livre contre le dollar, donc le câble, la livre contre le yen et l'euro-yen sont les devises les plus volatiles représentées dans ce tableau. Et elles sont volatiles sur l'ensemble, très volatiles sur l'ensemble des sessions, mais c'est sur la session européenne qu'elles atteignent un pic de volatilité. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce tableau permet de déterminer qu'il est préférable, du moins de mon point de vue, de se positionner sur ces paires de devises qui ont donc une espérance de rendement éloignée, mais d'une part, ce tableau permet donc de déterminer quelles sont les devises qui possèdent cette caractéristique, mais d'autre part, quelle est la meilleure session, à quel moment la volatilité de ces devises est à son paroxysme. Donc c'est là-dessus que j'aurais tendance à me concentrer. Mais pour rappel, le pendant de cette forte volatilité, c'est qu'il faut pouvoir maîtriser le risque associé. Alors au-delà de ce calcul préliminaire à réaliser sur la volatilité, il faut s'intéresser aux statistiques économiques et les intégrer dans son analyse. Alors, intégrer les statistiques économiques dans son analyse consiste à mesurer ou à réfléchir sur l'impact de telle ou telle publication sur la devise qui nous intéresse. Et ce qu'il faut retenir, c'est que selon le cycle de croissance, les statistiques économiques ne possèdent pas le même impact. Par exemple, lorsque l'économie se situe en creux de cycle du PIB, l'inflation est moins importante et possède moins d'impact sur la devise. Alors, lorsqu'on réfléchit à l'impact de telle ou telle statistique économique sur la devise, eh bien, on s'intéresse donc à la volatilité liée à tel ou tel
publication de statistiques. Et s'intéresser à cela permet de mesurer le risque en cas de prise de position avant la publication de telle ou telle statistique. Pour rappel, on avait évoqué dans le webinaire Paper Trading qu'il était intéressant de calculer la durée moyenne de ces positions pour éviter d'être en risque avant une statistique qui possède un impact fort. Par exemple, sur le tableau que vous pouvez observer ci-dessous, il y a une publication à midi 15 en heure GMT de l'emploi privé américain. Compte tenu du fait que cette publication a lieu à midi 15, si vous prenez une position à 11 heures GMT, sachant que la durée moyenne de votre position est de 2 heures, vous ne maîtrisez pas votre risque et il faudra mieux éviter de prendre position. Alors idéalement, et pour rappel, une mesure de l'impact doit être calculée en nombre de pips et doit tenir compte de la dynamique de l'économie. Et là, les informations dont on dispose sur Internet, tel ce calendrier qui est issu de forexfactory.com, ne donnent aucune information sur la variation de l'impact en fonction du cycle économique et moins encore sur une mesure de l'impact en nombre de pips. Alors après avoir proposé ces quelques rappels, on va s'intéresser aux éléments de stratégie. Ce que j'ai tendance à dire et à utiliser, c'est que il est préférable de tenir compte de l'environnement de l'ensemble des classes d'actifs, à savoir l'analyse globale macro, plutôt que de s'intéresser à l'évolution d'une paire de devises et à la situation technique d'une paire de devises en particulier. Avant d'approfondir ce sujet, nous allons rappeler que des thèmes animent les marchés selon différentes périodes. Ces thèmes affectent le sentiment et donc la psychologie des investisseurs. Alors pour la dernière période, les investisseurs se focalisent sur l'euro et la crise grecque. Et donc de notre côté, tous les moments dans lesquels cette crise s'intensifie sont autant de possibilités de vente de l'euro contre des devises fortes. Une autre manière de dire la même chose, un autre thème qui peut être similaire, c'est lorsque le S&P 500, donc l'indice américain, est déprimé suite à de nombreuses statistiques économiques qui témoignent de la faiblesse de l'économie américaine. C'est quelque chose qu'on a pu voir ces derniers temps. Ce sont autant de moments où l'on peut se tourner vers les actifs dits de secours ou les safe haven assets, notamment dans le domaine de devises, le yen ou le franc suisse. Alors ces thèmes, qui sont des phénomènes de mode en réalité, sont destinés à se modifier au cours du temps. Et donc il faut toujours se remettre à jour de ces thèmes puisque ça fait varier les corrélations entre les différentes classes d'actifs. Entre autres termes, ce que je suis en train de dire finalement, c'est que les marchés sont dynamiques, la psychologie des investisseurs évolue en fonction de cette dynamique et qu'il faut toujours se remettre à jour sur ce qui focalise le sentiment des marchés. Alors, autre élément qu'il faut évoquer ici pour commencer à discuter vraiment de ce qu'est l'approche globale macro, c'est que l'environnement économique se cristallise dans les courbes. J'entends les courbes, c'est-à-dire les différentes classes d'actifs, la manière dont les courbes des différentes classes d'actifs évoluent au cours du temps. Et ces variations de ces différentes courbes témoignent d'un sentiment. Concernant par exemple les indices actions, ou plus particulièrement le S&P 500, ils cristallisent une situation économique et les perspectives de profit des entreprises. Si les perspectives de profit des entreprises s'améliorent, ça a un effet bénéfique ou haussier pour le S&P 500. Il en est de même pour la situation économique. Concernant une autre classe d'actifs que sont les matières premières, si la situation économique mondiale s'améliore, les devises qui sont les commodity currency auront tendance à s'améliorer, du moins à s'apprécier.
D'un autre côté, concernant le dollar, par exemple, il y a une relation bien connue qui est une relation symétriquement opposée entre l'or et le dollar. Donc il y a un lien entre le mouvement des matières premières et certaines devises. Alors, on peut s'intéresser aussi au mouvement des taux d'intérêt. Par exemple, les contrats à long terme que sont le T-Note et le Bund, donc les contrats de taux à 10 ans, ou bien les contrats de taux à court terme que sont l'Euribor donc, pour le 3 mois européen, ou les taux Fed Funds futurs qui témoignent d'un sentiment de marché quant à l'évolution de la politique monétaire. On avait vu dans l'un des webinaires que les différentiels de taux avaient une influence sur l'attractivité des différentes devises, et donc une augmentation ou une diminution d'un différentiel de taux possède un effet sur telle ou telle devise. Et c'est intéressant d'observer donc les taux d'intérêt, notamment pour la livre, le dollar et l'euro. Autre courbe très intéressante à observer, qui sont liées au taux d'intérêt, ce sont les courbes des obligations anti-inflation, que l'on appelle les TIPS outre-Atlantique ou les OATI en France, et qui permettent de déterminer les tensions inflationnistes à travers la lecture de l'inflation anticipée. Si l'inflation anticipée est forte, eh bien, les taux d'intérêt risquent de progresser et cela a un impact sur la devise. Donc, toute chose égale par ailleurs, si l'inflation anticipée, ce qui peut se lire dans les OATI, devient trop importante, toute chose égale par ailleurs, donc si les TIPS ne bougent pas, eh bien, cela peut avoir un effet sur l'euro-dollar. Alors, autre courbe très intéressante à observer ces derniers temps, ce sont les écarts de taux d'intérêt entre les pays de la zone euro qui sont en difficulté par rapport à leur dette et les taux d'intérêt à long terme allemands. Si ces spreads, ces écarts montent, progressent, eh bien, ça signifie que la situation se tend dans la zone euro et l'euro doit s'affaiblir, et inversement, si ces spreads diminuent, donc ces écarts entre les taux des PIGS et le Bund diminuent, eh bien, ça signifie que les tensions dans la zone euro diminuent et que l'euro doit s'apprécier à nouveau. Alors, ce que je cherche à dire dans ce slide, c'est que on a vu finalement que la situation sur le marché d'actions, la situation sur les taux d'intérêt, la situation sur les tensions inflationnistes qu'on peut voir à travers les TIPS et les OATI, la situation sur les spreads de taux entre les PIGS et le Bund par exemple, eh bien, affectent le marché d'échange. Et donc le marché d'échange est une caisse de résonance de ce qui se passe sur les autres classes d'actifs, et c'est une caisse de résonance en réalité de la situation économique entre différentes zones. Et donc ce que je cherche à dire, c'est que observer une situation technique sur une paire de devises en particulier est extrêmement réducteur et diminue donc la probabilité de succès. Les courbes dont on a parlé, des différentes classes d'actifs, témoignent d'un sentiment de marché quant à la situation économique mondiale qui elle-même possède une influence sur le marché des devises. Donc en amont, je suggère d'analyser l'ensemble des classes d'actifs pour in fine comprendre ce qui se passe sur le marché d'échange et donc investir sur le marché d'échange. En d'autres termes, considérer ces courbes comme un ensemble pour appréhender un sous-ensemble, donc le marché d'échange, est extrêmement efficace et permet d'augmenter la probabilité de succès de ces opérations. Alors voyons en présent comment maximiser la probabilité de succès d'une opération sur le change en observant le tout. Au cours du mois de juin 2011, toute l'attention du marché se porte sur la crise grecque. Même un an auparavant, ça fait un an que l'on parle de la crise grecque, et de temps en temps, cette crise est à son paroxysme, et de temps en temps, il y a un plan miracle qui permet de diminuer la tension, du moins sur l'euro. Prenons le cas de la semaine du 27 juin, durant laquelle quelques solutions de sortie de crise émergent. Dans le même temps, cette semaine du 27 juin, le S&P teste un support.
En cas de rebond, que doit-il se passer si des solutions émergent et donc que les indices actions se mettent à reprendre un peu de terrain à la hausse? Eh bien, on doit observer une baisse du franc suisse et du dollar, à savoir les actifs de secours, et une hausse des commodity currencies, donc des devises telles que le dollar australien, le dollar néo-zélandais et le dollar canadien, et aussi une hausse de l'euro, puisque si les tensions diminuent au sein de la zone euro, donc l'euro doit se reprendre. Zoomons à présent sur la situation à plus court terme. Alors à plus court terme, le graphique que vous voyez à gauche présente le S&P 500 en fréquence 1 heure, donc cette fameuse semaine. Vous pouvez observer qu'il évoluait au-dessus d'un support et qu'à un moment, il sort d'une zone de consolidation latérale et donc se reprend le 28 et le 29 juin. Dans le même temps, le dollar, lui, se met à baisser dès le 27 juin, la partie cerclée que vous pouvez observer ici en jaune. Donc une hausse du S&P 500 implique une baisse du dollar. Le S&P 500 poursuivant par la suite son ascension, une autre devise se met à baisser, c'est le franc suisse qui, un temps plus tard, donc après la baisse du dollar, se met à sortir d'un canal haussier et forme un double sommet donc le franc suisse déclenche un peu plus tard. Cette baisse du franc suisse ici et du dollar est compensée par une progression des commodity currency, donc de l'AUD, du NZD et du dollar canadien. Donc cette semaine, pour reprendre l'exemple, cette semaine du 27 juin, émergent des solutions par rapport à la crise grecque. Les indices se reprennent alors qu'ils étaient sur un support, ce qui a pour effet de diminuer de la valeur du dollar et un temps plus tard de faire baisser le franc suisse qui étaient donc tous les deux des safe haven assets au détriment des commodity currency et de l'euro ici en rouge. Donc ici, compte tenu de tous ces éléments, on a observé l'ensemble des classes d'actifs, eh bien le franc suisse diminue et il y a un timing particulier ici pour vendre du franc suisse. Reste à savoir contre quelle devise. Eh bien, en toute logique, contre une devise dite commodity currency. Le graphique ici, que vous pouvez observer, de source AvaFX, eh bien, présente le dollar néo-zélandais contre le franc suisse en fréquence 1 heure. Et compte tenu de tout ce que l'on a observé, on en vient à comprendre qu'il fallait à ce moment-là acheter du NZD contre CHF à une heure précise, à 9h GMT le 29 juin. Alors je n'entre pas ici sur tous les aspects de ratio rendement risque, de gestion de position, mais cet exemple sert à illustrer que je pars d'un ensemble d'éléments qui me permettent de déterminer in fine qu'il fallait faire du NZD contre du CHF. Donc en partant du tout, j'arrive à déterminer ce qu'il fallait faire sur quelque chose de particulier. Alors, par ailleurs, comme dans cette stratégie, je m'intéresse aussi à un point de départ d'accélération, eh bien, je ne fixe pas d'objectif particulier. Tant que le marché poursuit son accélération, alors je conserve ma position. Alors, je vais conclure sur ce qu'il fallait retenir de ce webinaire. Et parmi les principales idées qu'il fallait conserver à l'esprit, c'est que l'observation de toutes les courbes permet de comprendre la situation économique, les tensions qui en résultent et ce qui focalise l'attention du marché. En comprenant cet élément, on finit par en extraire un scénario particulier sur une paire de devises. Et c'est ça ce que je cherchais à évoquer dans ce webinaire et ce qu'il est important de retenir à mon sens. Autre élément qu'on a évoqué
qu'on a évoqué en début de webinaire, c'est qu'il est plus intéressant de se positionner sur une paire de devises dont la volatilité est forte, afin d'obtenir une espérance de gain éloignée. Le pendant de cela, c'est qu'il faut maîtriser le risque associé à cette paire de devises donc, qui est très volatile. Autre élément et dernier élément à retenir, c'est qu'il faut tenir compte du tout donc pour optimiser la probabilité de succès. Et tenir compte du tout signifie quoi? Eh bien, analyser la situation économique à travers les statistiques économiques, analyser toutes les classes d'actifs pour déterminer la meilleure paire, et enfin, comprendre quel est l'état psychologique du marché et qu'est-ce qui focalise l'attention des investisseurs. J'en ai fini pour ce webinaire qui, j'espère, aura retenu toute votre attention. Je remercie le sponsor AvaFX, courtier sur le Forex et les CFD. Et je vous donne rendez-vous très vite pour un autre webinaire sur trader-forex.fr. À bientôt.